Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler encore une fois catégorie de poids en boxe, puisqu'aujourd'hui, je vais enfin vous présenter un peu les statistiques du nombre de KO par catégorie. Pourquoi est-ce que c'est les statistiques que j'ai faites? Pourquoi? Alors, je vais repartir depuis le début. L'idée, c'est qu'en gros, en boxe, on entend beaucoup d'idées reçues sur les catégories. Notamment le fait que les combattants prennent leur retraite eh bien, plus jeunes dans les petites KT. C'est un truc qui, du coup, j'aimerais bien vérifier maintenant. Le fait qu'on ait peu de KO dans les petites KT, le fait que globalement les combattants soient plus rapides, plus explosifs, souvent qu'on ait des combats un petit peu plus engagés. C'est le genre de truc qu'on entend. Alors il y a des trucs qui sont plutôt vrais, il y a des trucs qui me semblaient plutôt faux, alors en fait qui sont plutôt vrais. Il y a des trucs qui me semblaient vrais, il y a des trucs qui me semblaient faux, il y a des trucs j'en savais rien. Et typiquement, ce qu'on entend donc vraiment le plus, c'est qu'il n'y a pas de KO dans les petites KT, et ça c'est vraiment terrible, parce que en fait justement cette idée reçue, qui est vraiment propagée à la fois par les gens qui les regardent pas et par les gens qui regardent ces KT là, en fait, ça crée du coup un manque de popularité énorme, et c'est ce que j'expliquais dans une vidéo précédente, c'est terrible parce que ce manque de popularité fait que non seulement les boxeurs gagnent moins, ce qui est chiant pour eux, et en plus, ils sont moins populaires dans le sens où ils sont considérés comme étant moins bons. Il suffit pour ça de regarder clairement les top pound for pound, que ce soit actuel ou all-time, il y a très peu de combattants des petits KT, notamment dans le top all-time, hein, vraiment, on trouve peut-être un poids coq et d'air Geoffrey dans le top 20, et elle est peut-être un poids mouche dans le top 20-30 Jimmy Wild. À part ça, vraiment, faut remonter très loin pour commencer à trouver un peu des poids mouches, un peu des poids qui sont des catégories complètement zappées. Alors vous imaginez pas les poids pas, il n'y a pas Ricardo Lopez, je trouverai personne, et une mouche, allez, peut-être un Carbaral, un Gonzalez par-ci par-là, mais c'est vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Bon, et moi évidemment, ça me fait chier parce que, je sais pas, globalement, c'est des gens qui bossent tout autant, voire peut-être même encore plus parce que du coup, ils ont des choses à combler que les autres. Et dans les faits, je trouve ça pas super cool qu'ils soient moins payés, moins populaires, considérés comme étant moins bons. Surtout que c'est un truc qui me touche aussi, hein. Moi aussi, forcément, j'ai plus de mal à placer un Coréen devant Joe Frazier. Alors que ça se trouve, en fait, il est meilleur, pas faire quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, ok. Et du coup, donc forcément, ça m'embête un petit peu, d'autant plus que moi j'ai une deuxième hypothèse, c'est le fait que dans ces cas-là, les combattants sont essentiellement asiatiques et sud-américains. Et comme malgré tout, qu'on le veuille ou non, le sport de la boxe c'est quand même un sport américain, donc états-unien, moi ma théorie c'est qu'en fait ils sont racistes. Alors racistes, on n'est pas forcément sur un racisme comme il y a pu avoir envers les noirs américains au début du XXe siècle, mais à minima ils sont méprisants, je vais le dire comme ça. Bon, pour moi ça reste une forme de racisme. Et ça c'était ma théorie, donc voilà, je suis pas neutre dans l'histoire, je vais revenir sur ça après. Sauf que bien sûr, je suis pas sociologue, et c'est quand même vachement compliqué de montrer que les Américains sont racistes. En tout cas, méprisants sur ce point-là. Là où pour le coup, compter des KO dans des catégories, ça c'est un truc qui demande honnêtement pas beaucoup de compétences, donc en fait je peux le faire, et c'est plus facile en fait. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de compter le nombre de KO. Le fait qu'on on ait plus de KO dans les grosses KT, c'est une idée reçue qui malgré tout vient pas de nulle part, et je pense que c'est pour ça qu'elle séduit autant, si facilement. Parce qu'en fait les gens plus lourds frappent plus fort. Essentiellement, ils ont plus de muscles et ils ont plus de masse pour mettre de l'impact dans leur coup. Si vraiment vous n'en êtes pas convaincu, allez dans une salle de boxe, faites-vous taper pour un poids mouche, ou enfin un poids mouche, un poids plume et un poids lourd, vous verrez, vous ferez clairement plus mal par le poids lourd. Donc là-dessus, il n'y a aucun débat. Et vraiment, il n'y a aucun débat tout court. Maintenant, le truc, c'est que globalement, quand on prend du poids, donc on va dire, alors quand je dis prendre du poids, c'est évoluer dans les catégories, hein, ça veut pas dire manger 5 tacos. Quand on prend du poids, également, on prend de la masse, forcément, et du coup, on gagne en capacité d'encaissement. Il y a plus de masse à déplacer, plus de masse à bouger. Donc en fait, est-ce que vraiment le punch qu'on gagne, il va venir malgré tout être plus fort que l'encaissement qu'on va être capable de prendre en plus? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est pas forcément clair. D'autant plus que il y a certains critères aussi comme ça physiques qui vont venir évoluer, parfois de manière un peu, également antagoniste, et parfois c'est compliqué vraiment de. Typiquement, je parle de l'endurance, du cardio. Quand on monte en poids, on a des gens qui ont des plus gros gabarits, donc forcément ils ont un cœur qui est plus gros, plus important, donc ils ont un moteur qui est plus fort, mais ils sont aussi, encore une fois, plus lourds avec un plus gros gabarit, donc ils ont plus de trucs à bouger. Globalement, ça fait des voitures qui ont plus de chevaux, mais qui ont également plus de poids. Et la question, c'est est-ce que globalement, on gagne suffisamment de chevaux pour malgré tout avoir une voiture plus rapide, ou est-ce qu'on gagne trop de poids, du coup même si on gagne un peu de chevaux, la voiture est plus lente. Et il semblerait, je pense qu'encore une fois là-dessus, j'ai pas fait des stats, mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord. C'est encore une idée reçue pour le coup ici que je partage à peu près, enfin que je partage, qui consiste à dire que du coup les gens plus lourds sont globalement plus lents, moins endurants. Alors bien sûr ça ne veut pas dire que personne n'est capable de faire 12 rounds en poids lourd et que tout le monde le fait en paille, mais encore une fois on est sur des tendances, vous savez l'idée. Ok, ok. Bon, alors maintenant du coup moi, donc, comme j'ai dit, il me restait plus qu'à compter des chiffres pour savoir exactement combien il y avait de KO par catégorie, et comme ça c'est super, je peux voir si jamais il y en a plus, moins, autant, et quantifier éventuellement un petit peu tout ça. Sauf que du coup, c'est cool, mais il faut compter quoi? Est-ce que faut quand même ça que je sache un petit peu ce que je compte. Et puis surtout qu'il y a un truc également que je dois dire. J'ai une formation de scientifique de base, et en fait, je le sais, les chiffres, c'est pas neutre.
c'est une idée comme ça, que un chiffre c'est un chiffre, et puis voilà, c'est presque une vérité mathématique. Mais en fait, non. Parce que je peux choisir en fait le chiffre comme je veux. Dans le sens où, ok, si je veux compter le nombre de KO en poids lourd, et puis que je m'intéresse que au combat de Joshua et Wilder, je vais avoir plein de KO. Alors que si jamais je m'intéresse que au combat de Usyk et de Fury, j'en aurai moins. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc vous voyez que le choix des chiffres n'est pas anodin. Moi du coup ce que j'ai fait ici, alors, en très très bref, j'ai pris une catégorie, par exemple les poids mi-lourds. Okay, j'ai regardé tous les gens, tous les titres qui sont disputés en poids mi-lourd depuis 2019, donc entre 2019 et en gros le 25 mars 2024, c'est là où j'ai commencé à compter mes premiers chiffres. Donc j'ai regardé tous les championnats du monde qui sont disputés, que ce soit pour un titre vacant, pour un titre pas vacant, et je parle bien de championnat du monde, hein, tout ce qui est interrégional, ceinture intérimaire, ceinture, voilà, ça dégage. Et ensuite je regarde les gens qui ont participé à ça. Donc ça peut être des champions, ça peut être des challengers, ça peut être des gens qui se tapent pour une ceinture vacante. Ça me fait une liste de noms, super. Je regarde les combats qu'ils ont fait dans la catégorie des mi-lourds, parce que du coup ils combattaient à un niveau mondial dans cette catégorie à un moment entre 2019 et 2024. Ok, ça me fait une liste de combats, je regarde s'il y a des cas ou pas, tout simplement. Alors bien sûr ça peut créer des petits trucs un petit peu compliqués, hein, parce que voilà, il y a des gens qui s'amusent à changer de caté. Bien sûr, si jamais il y a un type qui est challenger en coq puis qui monte en super coq, je vais considérer que ses combats en coq, et bien sûr dans la catégorie des coqs. Si jamais il est challenger en coq puis challenger en super coq, je vais prendre ses combats en coq pour les coqs et ses combats en super coq pour les super coqs. Vous comprenez l'idée. Ok, bon, il y a encore beaucoup de choses à dire en fait sur comment est-ce que je choisis mes chiffres, ça c'était en très très court. Si jamais vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers une vidéo méthodologie que j'ai peut-être postée avant, que j'ai peut-être postée après, je sais pas trop. Je l'ai tournée il y a genre 1 mois et demi, 2 mois, et je l'avais prévu de la poster avant, finalement je vais peut-être la poster après. Dans la vidéo méthodologie, du coup je dis que je poste celle-là après, donc ça se trouve il y a des petites incohérences, vous connaissez. Si jamais donc, vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers celle-là. Ici on va considérer que tous les chiffres que j'ai choisis sont super, que c'est vraiment la meilleure chose que je pouvais choisir, et voilà, vraiment je suis la science infuse. Si jamais vous voulez discuter ces chiffres, vraiment je vous renvoie vers la méthodologie. Comme j'ai dit, les chiffres sont pas neutres. Et ici, on va considérer qu'ils le sont, parce que sinon, on pourra pas s'en sortir. Enfin, ici, on est juste sur de l'analyse, en fait. Donc, si vous voulez discuter, c'est en méthode. Ok. Dernière précision, et après, promis, on peut passer à l'analyse des chiffres, quasiment. C'est que j'ai d'abord choisi les règles de comptage, puis j'ai compté. Pourquoi? Parce que si jamais je choisis les règles a posteriori, en fait, c'est trop facile. Je compte plein de trucs différents. Puis comme j'ai un parti pris évident dans cette histoire, parce que j'aime bien les petites catés et que je prouve que les Américains sont racistes, je vais forcément prendre les chiffres qui m'avantagent le plus, et du coup c'est biaisé. Donc j'ai commencé par choisir ma règle, puis j'ai compté, ce qui fait que les chiffres que je vous présente, alors je les ai calculés pour certains plusieurs fois pour aller bien sûr des chiffres, mais malgré tout, j'ai toujours compté la même chose. Je me suis pas amusé à compter plusieurs trucs différents. Voilà. Ok, maintenant que tout ça c'est terminé, du coup les chiffres je vais vous les présenter, donc les chiffres, voilà. Ok, donc il y a plein de trucs à voir sur cette image. Alors déjà rapidement on peut voir un graphique, voilà, pourcentage de KO de la KT. On voit que c'est pas flagrant, je reviendrai malgré tout sur l'analyse de tout ça plus tard. Bon, ok, alors premièrement, dans la colonne 1, qu'est-ce que j'ai mis dans la colonne 1? J'ai mis, du coup, comme on peut constater, toutes les catégories. Et puis à côté, deux numéros, donc par exemple pour les lourds, 37 sur 60. 60 c'est le nombre de combats que j'ai compté, et 37 c'est le nombre de KO qu'il y a eu. Donc on voit qu'en tout, en lourd, il y a eu 37 KO sur 60 combats parmi ce que j'ai compté. Ce qui fait donc en tout un ratio de 61,6%. Ça c'est la colonne 2, c'est ce que vous voyez à droite. Super, donc du coup on comprend bien c'est le pourcentage de KO par KT, hein, exceptionnel. En bas on voit qu'il y a deux moyennes, une médiane, alors c'est pas forcément clair je pense la différence entre une médiane et une moyenne. Et même pareil, pourquoi est-ce que j'ai deux moyennes différentes? Moyenne par combat, moyenne par KT. Il y a peut-être des gens qui pensaient que la moyenne, il y en avait qu'une seule et voilà c'était absolu. Bon, la moyenne, je pense, comme c'est le truc qui sert à calculer votre résultat final au lycée, la plupart des gens savent un petit peu comment ça marche. Mais en gros, vous prenez des chiffres, vous les additionnez, vous divisez par le nombre de chiffres que vous avez additionnés. Donc c'est super simple. Le truc étant qu'en fait la moyenne ça semble anodin, mais il y a un petit truc caché dedans, c'est qu'on va venir normaliser à quelque chose. Parce que je divise par un truc, et du coup, on voit bien que je divise par quelque chose que j'ai compté. Je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et en fait, ça veut dire que je peux compter soit par combat, soit par KT. L'analogie avec le lycée, ça revient en gros à dire est-ce que je compte la moyenne générale vis-à-vis de la moyenne des matières, ou est-ce que je compte la moyenne générale vis-à-vis des notes en soi. Imaginons que j'ai 10 20 sur 20 en maths et 1 5 sur 20, allez je vais dire 1 10 sur 20 en français. Ok, donc 5 20 sur 10 20 sur 20 et 1 10 sur 20. Ok, je vais m'en sortir. Bon, du coup forcément ça me fait 20 sur 20 de moyenne en maths, ça me fait 10 sur 20 de moyenne en français. Ma moyenne générale est donc de 15 sur 20. Ça, c'est si je considère que l'unité pour calculer ma moyenne G, c'est la matière. Dans ce cas, j'ai une matière maths où j'ai 20, une matière français où j'ai 10, la moyenne c'est forcément 15. Maintenant, si je considère que l'unité c'est la note, en fait, du coup, je vais compter 10 fois 20 sur 20, plus une fois 10 sur 20. Et je vais diviser par 11. Et là, du coup, forcément, on voit que j'ai une moyenne qui se rapproche dangereusement de 20 sur 20. Donc on voit qu'il y a deux moyennes qui sont différentes, et que du coup, vraiment, ça dépend à quoi est-ce qu'on donne un poids égal. Est-ce que je donne un poids égal à chaque matière, indépendamment du nombre de notes que j'ai dedans, ou est-ce que je donne un poids égal à chaque note, indépendamment de à quel point il y en a toutes qui sont dans une matière ou pas.
Donc c'est deux chiffres qui sont intéressants à calculer. Ici du coup la moyenne par matière, ça revient à calculer la moyenne par KT. Du coup je considère que c'est comme si j'avais en fait autant de combats dans chaque KT. Donc bah, finalement en gros ça revient à donner un poids égal. Par exemple le lourd léger ou les 138 combats et au poids lourd j'en ai 60. Donc les deux vont monter à poids pareil. Alors que dans la moyenne par combat, qu'on retrouve donc à gauche, bah là pour le coup les lourds légers prennent beaucoup plus de place que les lourds parce que bah, j'ai 138 combats au lieu de 60. Donc ils prennent plus de 2 fois la place des lourds quoi. Ok. Voilà, c'était pour le petit truc. On voit que les chiffres varient un petit peu, c'est normal évidemment. Si j'avais le même nombre d'échantillons partout, ça varierait pas. Je l'ai pas le même, donc ça varie. C'est la même histoire que si j'ai 10 notes en maths et une note en français. Et enfin, il y a la médiane. Alors la médiane, c'est un concept qui est peut-être un peu moins connu, mais que c'est vachement pratique en statistique. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 17 catégories de box, je les ai classées par ordre croissante de nombre de KO. Donc j'ai commencé par celle qui a le plus petit nombre de KO et j'ai fini par celle qui a le plus grand nombre de KO. Ça m'a donné du coup une chaîne. Et puis j'ai pris celle qui est au milieu, donc j'ai pris la 9ème, et elle avait 56,5% de KO. Donc on peut dire que la 9ème c'était soit les moyens, soit les pailles. Je sais plus exactement, il y en a une qui devait être 8-9 ou 9-10, je sais plus tout à fait. Alors pourquoi est-ce que la médiane ça peut être important par rapport à la moyenne? L'idée c'est que la moyenne c'est très sensible aux extrémités notamment, c'est-à-dire qu'imaginons que je prenne 10 personnes au pif dans la population française et que je calcule leur salaire moyen, si je prends, si jamais je tire 10 mecs au pif et que je tombe sur 9 smicards et Bolloré, en fait je vais avoir un salaire moyen qui va être exceptionnellement haut. On se rend bien compte que c'est absurde parce que c'est pas du tout représentatif de ce que gagnent les gens, même parce que Bolloré va tirer le truc vers le haut irrationnellement. La médiane, l'avantage, c'est que du coup, on se vire tous les cas extrêmes qui sont du coup chiants à ce niveau-là, parce que en fait, ma médiane, c'est un smicard, et du coup, voilà. Donc ça peut être pratique, notamment pour voir vraiment la valeur, en fait, autour de quoi gravitent la plupart des gens, indépendamment du coup de si on a des extrêmes qui tirent vraiment beaucoup vers le haut ou qui tirent vraiment beaucoup vers le bas. Bon, on voit qu'on est ici sensiblement proche de la moyenne par KT, ce qui en gros veut nous dire qu'on n'a pas trop de KT qui sont extrêmement hautes en pourcentage et extrêmement basses en pourcentage, ou alors que celle extrêmement haute compense celle extrêmement basse, peut-être aussi vouloir dire ça. Et ici, on voit sur le graphique à côté que en fait c'est le cas, on n'a pas trop de trucs très hauts et pas trop de trucs très bas. Bon, ok. Voilà, donc c'était vraiment génial. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, du coup déjà première chose, on voit sur le graphique que c'est pas clair, hein, qu'il y a vraiment plus de KO dans les grosses KT que dans les petites KT. On voit que c'est pas clair. Alors malgré tout, il y a quand même que 3 catégories où on a plus de 60% de KO. Il y a les lourds légers et les mi-lourds. Et c'est par hasard les 3 KT les plus hautes. Donc malgré tout, il semblerait quand même qu'on ait plus de KT dans les KT, plus de KO dans les grosses KT. Alors c'est pas énorme, on est peut-être autour de 5% en moyenne. Je sais parce qu'on tourne globalement autour de 55, parfois on descend pas à 50. Il y a les super mouches qui tournent pas 43,3, je vais revenir là-dessus plus tard. Mais bon, on voit que globalement on est à peut-être 5%, max 10% de plus. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de significatif statistiquement? C'est un truc qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire est-ce que c'est juste un hasard statistique ou pas? Honnêtement, 5-10%, alors je ne sais pas trop m'amuser à faire des cartes types exactement, mais 5-10% c'est... Globalement, ce qui est pris comme p-value, c'est 5%. Alors vraiment, je suis pas non plus un expert en statistique, donc j'ai pas envie de... Enfin, si vous voulez, j'ai des formations de scientifiques de base, mais pas de statisticien. Donc je vais pas forcément rentrer trop dans ces détails-là que je maîtrise pas trop. Mais ça me semble quand même un peu significatif, 5-10%. Maintenant, c'est pas non plus hyper important. C'est-à-dire qu'en pratique, 5%, ça veut dire que c'est un match sur 20. Est-ce que vraiment, si jamais je me lève 20 fois pour regarder des poids lourds la nuit, et que j'ai vraiment un KO en plus, par rapport à 20 fois où je me lève pour regarder les poids pailles, est-ce que c'est vraiment un truc qui va me faire changer toute la différence? Est-ce que vraiment je vais me dire putain, j'ai une chance sur 20 d'avoir un KO en plus ce soir, vraiment je me lève? Je pense qu'on est d'accord que c'est assez ridicule. Donc globalement on peut considérer qu'il y a à peu près autant de KO partout. Il y a malgré tout des petites choses que j'aimerais préciser. Initialement ce que je comptais faire, c'est que je comptais commenter catégorie par catégorie, parce que du coup forcément j'ai dû me replonger dans l'historique de la KT sur 5 ans pour préparer tous ces chiffres là, et c'était trop bien, je pouvais faire une vidéo de 45 minutes où je parlais de l'historique de chaque KT, sauf que j'ai tourné ça, j'ai compté tous ces chiffres là il y a 2 mois, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, pour des raisons qui sont multiples, en partie la flemme, en partie d'autres trucs, un peu plus sérieux, et du coup en fait je suis plus forcément capable de vous refaire un historique parfait de toutes les KT. Malgré tout il y a quand même certains chiffres sur lesquels j'aimerais revenir, globalement j'aimerais un peu discuter. Premièrement, déjà, ce qu'on voit, c'est que c'est bête, mais on est autour de 5%, de 55% de KO. Je m'y attendais pas, honnêtement, je m'y attendais pas. On m'aurait demandé d'estimer un peu à la louche, ouais, à ton avis, il y a combien de KO, il y a combien de KO en moyenne au niveau en boxe?
j'aurais pas forcément donné ce chiffre-là. Alors j'ai aucune idée de ce que j'aurais donné, parce qu'en fait j'ai aucune idée de quoi donner tout court. Mais voilà, 55%, 56% en moyenne, moi je trouve ça cool. Voilà. On voit qu'il y a des KT que ça frappe vraiment fort, genre les mi-lourds avec 67,4, ça tape. On voit qu'il y a des KT où ça tape pas de fou, les super mouches 43,3, ouais ça pourrait être mieux. On voit qu'il y a des KT où on se fait bien chier, hein, les légers 54 combats les gars, je crois qu'il faut combattre un peu plus. Les welter 49, voilà, clairement ça sent les gens qui ne combattent pas beaucoup, ça sent les KT qui dorment un peu, hein. Et puis à l'inverse, on voit des KT où c'est le gros bordel, les lourds légers, les super plumes et les plumes qui remportent le palmarès du plus de combats avec 138, 136 et 129. Donc en gros, quand on a quasiment 130 combats ou plus par KT depuis 2019, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est que c'est le bordel. Donc souvent, ça veut dire qu'on n'a pas de champion unifié du tout. Donc on a 4 ceintures qui volent. On a souvent des champions qui vont se faire remplacer assez facilement. Et dans tous les cas, du coup, ça fait des gens qui multiplient, ou là, minima, on a des gens qui multiplient des licences de titres. Et puis parfois, on a des titres vacants, comme ça, on a 2 challengers de plus d'un coup. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des KT qui manquent d'unité, on sait pas qui est le patron, quand bien même il y a un patron qui semble se dégager, en fait c'est pas fou, parce qu'il unifie avec personne. Donc je sais pas, par exemple je pense à Opetadia qui semble se dégager en lourd léger en ce moment, mais en fait il a pas unifié, notamment parce qu'il il se faisait chier par la revanche avec Gradis, mais bref c'est un autre débat. Donc voilà, donc ça c'est les KT lourd léger, super plumes, et du coup c'est les KT qui sont globalement pas folles. Parce que, alors je dis ça, les plumes, il y a quand même beaucoup de combats intéressants, mais pas folle dans le sens où vraiment on sait pas qui est le patron, quoi. Ça manque d'unité, donc ça c'est les gros chiffres, c'est pas fou. Les petits chiffres, genre les welter, c'est pas fou non plus, parce que du coup quand on a vraiment 49 combats, ça veut dire que en fait il y a rien dans la KT. Globalement souvent ça veut dire qu'on a un champion unifié, genre un Spence qui a 3 ceintures, et puis voilà, les gens combattent pas trop, donc l'autre champion c'était Crawford qui faisait un combat par an, alors c'est cool. L'autre gars c'était Spence qui avec son accident faisait parfois moins d'un combat par an, et en plus ils ont des adversaires en commun. Donc voilà, ça fait une KT qui meurt, hein, qui vivote pas trop. Il y a quelques prospects éventuellement qui vont pouvoir se battre pour des titres de Crawford maintenant, mais so far, voilà, c'était pas la KT la plus folle. Puis voilà, il y a des KT un peu entre deux. Il y a des trucs marrants à remarquer, genre les super moyens, avec 56 combats, on voit que c'est peu. Mais ça, c'est parce qu'on a un champion unifié qui s'est unifié assez tôt, parce que c'est 2021. Et du coup, en fait, ça fait quasiment 3 ans qu'il n'y a plus vraiment de nouveaux combats qui rentrent dans cette KT, parce qu'on a Canelo qui nous fait un combat par an. Et puis parfois il prend un type qui était déjà challenger, parfois il prend un type qui vient d'une autre KT, genre Charlot, du coup ça ramène 0 combat, parce que, enfin ça ramène 1, parce que du coup Canelo Charlot c'est plus un combat. Comme désormais Charlot est challenger, je considère tous les combats de Charlot en super moyen, c'est-à-dire aucun, donc ça me fait un seul combat de plus, donc ça c'est super. Donc voilà, c'est des KT où ça dort un peu. Il y a des trucs un peu marrants aussi, genre les super welter, on voit qu'on a finalement pas tant de chiffres que ça, parce qu'en fait il y a eu un gros travail d'unification qui a été fait par Charlot. Puis la KT était en train de dormir, Charlot a redispatché les titres. Et notamment, on a des gens comme Su qui sont en train de réactiver tout ça. Donc ça a ramené pas mal de combats. Sinon, je vous avoue que Super Welter, ça aurait été comme Super Moyen. On aurait traîné autour de 50-60 combats. Si on n'avait pas eu le gang de Tsu qui était en train de faire du taf en Super Welter. Donc voilà, on voit que les super légers, pareil, avec 54, les légers, pardon, avec 54 combats, qu'on peut subir un petit peu les mêmes sorts que eh bien, la KT des welter, c'est-à-dire qu'on a eu un champ unifié pendant pas mal de temps. Puis juste avant, on avait des gens à 3-4 ceintures qui se baladaient. Enfin, on avait Ini qui faisait son cavalier SFWBC, et puis des Lopez, des Cambossos qui se refilaient des 3 titres à la fois. Donc ça, c'était pareil, des KT où il n'y a pas forcément tant d'affrontements. Surtout que je le rappelle, j'ai considéré ici les affrontements de Gervonta Davis, mais c'était pas loin de pas les considérer, parce que ce con il est devenu champion WBA par email il y a vraiment pas longtemps. Donc voilà, et comme il a toujours pas défendu son titre, alors évidemment il est champion donc j'ai considéré. Mais voilà, on n'était pas passé loin. Ça c'est parti pareil, des cas un peu litigieux. Est-ce que je considère les combats de Davis ou pas? Parce que techniquement, maintenant il est champion, mais il a toujours pas défendu son titre, parce qu'il a été champion par promotion. Voilà, bon je les ai pris, voilà, ça aurait pu... bon bref, allez à la vidéo méthodo si jamais vous voulez vous poser des questions à ce niveau-là. Ok, maintenant, si on passe un petit peu, non plus l'échantillon qu'on a, mais au nombre de KO. On voit déjà que les 1000 War, ça frappe dingue avec 67,4%. C'est énorme, c'est le plus gros chiffre que j'ai. On a quasiment 70%, c'est quand même fou, on est à plus de 10% au-dessus de la moyenne par KT. Donc là pour moi, on a quand même vraiment une KT qui frappe. Et ça me surprend. Ça me surprend d'autant plus que c'est pas la KT que j'ai vu venir les 1000 lourds. Genre vraiment, on m'aurait demandé, ouais, c'est quoi la KT où il y a le plus de KO ces dernières années? J'aurais pas dit 1000 lourds. Évidemment, BTRBF il frappe, mais d'un côté il y a Bivol qui met 0 KO. Et du coup, c'est justement ça qui est encore plus fou. C'est que Bivol, si je dis pas de conneries, c'est 10 ou 11 combats depuis 2019. Je dis peut-être une connerie, mais c'est pas mal de combats quand même que j'ai considéré. Et en fait, si vous enlevez les combats de Bivol, on va dire qu'on a 10. On est à du 64 sur 85. C'est énorme, c'est énorme. On est à plus de 75% de KO, c'est impressionnant. Du coup, la catégorie des 1000 lourds, ça frappe de fou. Et en fait, quand j'y pense, que des punchers dedans. On a eu Jourdo 4RC, un punch de fou, BTRBF bien sûr, Yard bien sûr, il n'y a que des punchers.
Et voilà, et en fait c'est normal. Et surtout c'est une KT qui fait plaisir parce que c'est une KT qui vit, alors qu'on a techniquement un type qui a récupéré 3 titres actuellement. Et donc on aurait pu être dans le même cas que les Welter, on aurait pu être dans le même cas que les légers, et on en avait un type à un titre qui se baladait, un type à 3 titres qui se baladait. Pareil en lourd, hein, on a eu un type à 3 titres qui se baladait depuis pas mal de temps. Donc on aurait pu avoir comme ça des très peu de combats. En fait non, c'est une KT qui vit de fou. Du coup voilà, je m'attendais pas du tout, et les mi-lourds, avec ces chiffres-là, je pense que c'est en fait une KT qui était, dans le cas de mon côté, assez passée sous le radar, comme potentiellement l'une des meilleures KT de la boxe, dans le cas qu'elle a le plus délivré ces dernières années. Du coup, voilà, les mi-lourds, ça frappe, ça tabasse, c'est vraiment génial. Les lourds légers, on voit qu'il y a aussi énormément de KO, 63 bits. Ça, pour le coup, je suis pas trop rentré dans les détails, mais je me demande si c'est pas un peu, vous savez, l'effet perverse de il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'unité. Et je me demande si on n'a pas eu un peu des ergoïdes Demori dans cette KT. Alors, bien sûr, je suis pas en train de dire qu'on a mis des gens du niveau de Demori sur une ceinture mondiale, hein, mais je me demande si la KT, il y a tellement un manque d'unité que, surtout qu'en plus la WBA a pas été de fou active, hein, parce qu'on a Goulamirian qui n'a pas beaucoup boxé, donc c'est essentiellement que 3 titres hein, qu'on donnait autant de combats, et donc en fait je me demande si on n'a pas mis un moment un peu des gens avec des niveaux trop différents sur ring entre eux, parce que en fait on savait pas qu'ils avaient des niveaux différents, ou alors on a fait semblant de pas le savoir, parce que y a trop de monde en fait, donc les lourds légers, ouais il y a quand même beaucoup de KO, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de no-name, voilà, je vais évidemment pas être irrespectueux avec les boxeurs, évidemment pas être irrespectueux avec les boxeurs, mais je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Donc voilà. Les lourds, je vais revenir sur eux plus tard, vous allez voir, les lourds, je vais les défoncer. En fait, je vais faire ça maintenant. Ok, donc les lourds, voilà, 37 sur 60, c'est génial, 61,6, c'est vraiment super. Sauf qu'en fait, les gars, il y a un truc qui est important à retenir dans la catégorie poids lourd, c'est que j'ai considéré les combats de Daniel Dubois. J'ai considéré les combats de Dubois, parce que du coup, il a une chance pour le titre contre Usyk l'année dernière. Donc du coup, forcément, j'ai pris les combats de Dubois. Et alors, si j'enlève le combat Usyk-Dubois, qui se finit par KO, j'arrive à 59 combats. Ok. Sauf que du coup, puisque Dubois est challenger, je dois considérer tous les combats de Dubois depuis 2019. Il en a fait 12, en plus de celui d'Usyk, ce qui du coup fait 13, si j'enlève celui d'Usyk, ça fait 12. Parmi ces 12 combats, il y a eu des KO à chaque fois. Il y a eu que des victoires, le seul qui perd c'est contre Joyce, et ça, il perd par KO, donc ça compte comme un KO. Okay. Donc ça veut dire qu'en gros, là, parmi ces 37 sur 60, il y a 13 combats de Dubois, dans lesquels Dubois est impliqué, et il y a 13 combats qui se finissent par KO. Et en fait, il n'y en a qu'un seul pour le titre. C'est-à-dire que c'est pas comme si on avait un type qui était champion et qui avait fait 13 défenses de titre. Hein. Ok, donc retirons les combats de Dubois, parce qu'il n'est pas passé à grand chose de pas être prêt dans la liste. En fait, il est passé à un combat contre Usyk d'être dans la liste. Donc il n'est pas passé à grand chose. Si on tire les combats de Dubois, on arrive donc à 24 sur 47. 24 sur 47, c'est à peine plus de 50. Et à peine plus de 50, je vous laisse regarder, on est quand même vraiment bas. Je crois qu'on est la 3ème KT avec le plus petit niveau de KO. Non, je dis ça parce qu'il y a les légers et super welter qui sont à tous les deux pile 50. Mais on est quand même assez bas. Donc en fait, les lourds, modulo Dubois, qui ok, frappe comme une brute et met quasiment que des KO, on n'est pas si haut que ça en fait. Et je pense que c'est un peu trompeur, notamment parce qu'il y a eu pas mal de. Enfin, notamment parce qu'en fait, on a un échantillon qui est très petit. Hein. Et puis il y a des combats de welder qui ont été pris en compte, donc ça se finit que par des KO. Enfin voilà. Mais bon, voilà, je pense que c'est des choses où il faut faire un peu attention. Les lourds, en vrai, modulo Dubois, on est quand même pas si haut que ça. Et c'est malgré tout des réalités que je me dois de rappeler. Comme je vous l'ai dit, les chiffres ne sont pas anodins. Donc les lourds, voilà, attention. Et en fait, le truc, c'est que pour moi, ça bénéficie. Alors, c'est un truc que j'ai essayé un peu d'éviter. Je voulais prendre un échantillon suffisamment grand pour éviter d'avoir un combattant qui fausse complètement les résultats. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Là, typiquement, on voit que Dubois, lui seul, rajoute 10%. Voilà, c'est quelque chose de regrettable. Forcément, c'est pour ça que du coup, j'ai pris des échantillons le plus grand possible pour éviter d'avoir ce genre d'événement qui soit trop marquant. Voilà. Bon, malgré tout, il y a quand même des trucs à noter, c'est que évidemment ça arrive, et 10% c'est beaucoup. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment considérer avec certitude que les lourds à 61 ont leur digne place de 3ème quand on est passé aussi loin, enfin quand on est passé aussi proche, pardon, d'être flop 5? Voilà, ça me semble compliqué. Donc en fait, les lourds, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas eu tant de KO que ça. Malgré, alors il y a quand même eu 50, hein, bien sûr, mais par rapport à 61, je pense que le chiffre est à prendre avec du contexte. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ok. Bon, alors après, il y a des KO, il y a des KT, pardon, moi, ça m'a étonné. Par exemple, les super moyens, ça m'a étonné de voir un chiffre aussi haut, notamment parce que Canelo n'a pas mis de code depuis un petit moment. Donc voilà, ça m'a étonné de voir des chiffres aussi importants. Il y a quoi d'autre? Bon, les moyens, c'est une KT qui a l'air à peu près équilibrée. On dormait pas mal avec Jermal, on dormait de fou. Jermal a été destitué il y a pas longtemps. Force à lui, mon pote, mais vraiment, je suis content. J'espère que ça redynamisera pardon, un petit peu la KT. Et on a Yanibek, Alim Kanouli, qui malgré tout essaie de porter la KT à bout de bras comme il peut depuis un an. Mais du coup, voilà, bon, les moyens, on dort un petit peu. Les Super Walter, je suis déjà revenu à ce niveau-là. On voit qu'il y a quand même peu de KO en Super Walter. Et pourtant, c'est pas forcément une KT qui a, à mon avis, en tout cas, qui a particulièrement fait chier les gens. Je sais pas, entre Tsu, entre Charlo, j'ai l'impression que ça a intéressé du monde. Surtout, les deux KT dont j'aimerais parler actuellement, c'est les légers et les super légers.
On rappelle que globalement les catégories les plus hype en boxe, ça va en gros les lourds et puis les légers, c'est quand même pas mal hype en ce moment. Hein. Allez, il y a quelques gens qui ont un peu été déportés en super léger, mais parce qu'entre Davis, entre Garcia, entre Haney, entre Lomachenko, entre Zepeda, j'oublie qui, j'oublie Lopez, j'oublie, voilà, voilà, évidemment j'ai cité que quelques noms, il y a Shakur, il y a Kambosos aussi, il y a Isaac Cruz, c'est une catégorie, il y a Mathias, c'est des catégories qui sont vachement denses et honnêtement qui sont parmi les plus populaires actuellement. Et il y a 50% de KO. Et ça pour moi c'est un peu l'argument massu, qui en fait me fait dire qu'en fait les gens, le pourcentage de KO, ils en ont un peu rien à foutre. Parce que les gars, 50% de KO sur les légers, c'est parmi les plus petits pourcentages que j'ai. Et j'ai entendu personne venir me dire, oh les gars, les légers c'est nul, il n'y a pas de KO. Et enfin, me faites pas croire que c'est Shakur avec ses 2 combats en léger et Haney qui vraiment font drop le pourcentage de fou quoi. Donc bon, surtout bon, Haney il a fait quelques combats super légers aussi. Donc bon, voilà, donc en vrai, malgré tout, je trouve que les légers c'est quand même une catégorie où bah en fait, pas tant de KO que ça. Et puis bah en fait, ça gêne pas les gens. Regardez, Isaac Cruz contre Gervonta Davis, c'est un combat qui finit pas par KO, c'était génial. C'était génial. Du coup, bon, ça pour moi, c'est un petit peu voilà, vraiment la catégorie des légers, ce qui montre que, ce que je disais au début, hein, c'est-à-dire qu'une catégorie où il n'y a pas de KO, bah, c'est pas forcément une catégorie chiante en fait. Et que du coup, alors comme on le voit au niveau des chiffres, il n'y a pas forcément moins de KO dans les petites catégories. Je reviens sur le cas des super mouches après, et que quand même ce serait le cas, bah en fait vous vous en foutez, parce que dans les légers il n'y a pas de KO, et pourtant c'est une caté qui intéresse plein de gens. Et pareil, les super welter, je pense pas que les gens viendront me dire que c'est une caté chiante. Du coup voilà, un petit peu de cohérence, que diable. Une autre caté qui fait un peu la caté fraude, c'est les welter. Alors pourquoi les welter c'est un peu la caté fraude? Vous voyez tout à l'heure quand je vous parlais eh bien, du cas de la catégorie des légers où j'avais pris en compte Davis, parce qu'il était champion par email, même s'il n'a pas encore défendu son titre. J'ai eu le même cas avec Jaron Ennis, qui est champion IBF depuis je sais plus exactement quand l'année dernière, parce qu'il a récupéré le titre qui a été destitué à Crawford, mais il a toujours pas défendu son titre, parce qu'avant il était champion intérimaire. Du coup j'ai dû prendre en compte les combats de Ennis, qui se finissent quasiment tous par KO. Je crois qu'il y a 8 KO sur 9 combats. Ça veut dire que sans Jaron Ennis, les welter qui sont actuellement 59-2, qui a été très populaire au taux de KO, pour le moment ça se tient, passent à 21 sur 40. Donc à peine plus de 50%, exactement comme les lourds. Et pourtant, de nouveau, catégorie très populaire, et les gens ne viendraient jamais vous dire que les welter c'est une catégorie qui s'en fait chier ces dernières années. Donc, bah voilà, encore une fois, pour moi, encore une preuve, sur les lourds, les welter et les légers, qui en fait pour moi gravitent autour de 50, ça montre que c'est les catés où, bah globalement, il n'y a pas de KO et ça gêne pas les gens. Que ce soit parce qu'évidemment on a des combats chiants, ou que ce soit parce qu'on a justement des gens qui sont de très bon niveau et qui s'affrontent comme Tank et Isaac Cruz. Ok, enfin, donc tout ce qui est mouche, mi-mouche, paille, on voit qu'on tourne autour assez étonnamment de 57%, ce qui est du coup plus haut que les moyennes, à la fois par combat, par KT, plus haut que la médiane, donc une des KT où ça frappe. Donc voilà, vous n'avez aucune excuse pour ne pas regarder ces KT-là, parce que ça frappe plus que beaucoup de vos KT préférés. Et enfin, le dernier truc sur lequel j'aimerais revenir, c'est les super mouches. Pour moi, les super mouches, on est typiquement dans ce que je disais au début, c'est-à-dire parfois peu de KO, ça veut dire des excellents qui affrontent des excellents. Alors évidemment, ça va pas représenter tous les combats que j'ai considérés ici, mais si on s'intéresse un petit peu à l'histoire des super mouches, ces dernières années, pour moi, c'était l'une des meilleures KT. Alors, peut-être il y a peut-être les Milor qui sont quand même vachement bien, mais sinon, en vrai, c'était la meilleure des KT, avec un niveau exceptionnellement relevé, entre notamment des Estrada, des Chocolatito et des Ring Visai, mais il n'y a pas que, il y a aussi Yoka par exemple, et je vais citer pour le moment que ces trois-là. Et en fait, donc chacun se sont affrontés 2 fois depuis 2019. Je compte pas Chocolatito, Estrada 1 qui s'est fait en mi-mouche et qui s'est fait, je crois, en 2012 ou 2013. Donc tout le monde s'est affronté 2 fois. Et globalement, bah, on voit que Estrada contre Chocolatito, ça fait 2 combats, 0 KO. Ring Visai Estrada, ça fait 2 combats, 0 KO. Et Chocolatito Ring Visai, ça fait 2 combats, 1 KO. Donc ça fait 1 KO sur 6. Alors qu'en fait, c'était 6 combats qui étaient des combats de fou. Et du coup, bah voilà, je trouve ça quand même assez révélateur du fait qu'en fait, bah, les 1000 super mouches, qui étaient sûrement la meilleure des KT ces dernières années, c'est le seul trou vraiment énorme. Vraiment le seul truc qui a 43%, alors que sinon ça dépasse pas les en dessous de 50. Et du coup, voilà, je trouve ça marrant de remarquer tout ça. Ok. Enfin, il y a 2 dernières choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Premièrement, le fait que même si on voit qu'on a des pourcentages de KO qui peuvent être assez proches partout, ça veut pas forcément dire qu'on a des physionomies de combat qui sont identiques. Notamment, il y a quand même des gens qui diront qu'il y a quand même plus de punch en lourd et qu'il y a quand même plus de gens qui s'éteignent sur un coup. Et en vrai, bah, c'est pas faux. J'ai l'impression, alors enfin, encore une fois, c'est pas des trucs que j'ai pu quantifier avec des chiffres, mais j'ai l'impression que globalement, dans les catégories légères, on a des gens qui ont beaucoup d'activité, beaucoup de volume, qui viennent plutôt chercher des KO, des TKO sur le volume, puisque j'ai considéré les TKO comme des KO. Là où alors on a beaucoup plus de gens qui vont travailler en force sur un coup, 1 ou 2 coups, force explosivité, et qui vont du coup finir créer des KO plus que des TKO et des KO impressionnants. Sauf que okay. Donc on voit qu'on a des physionomies de combat qui sont assez différentes. Alors c'est marrant de voir qu'on trouve des chiffres qui sont très similaires au final, entre le type qui cherche à placer un coup de massue pour t'assommer, et le type qui va te noyer sous des tornades de coups. Malgré tout, j'aimerais soulever un petit point. Ok, on est d'accord, le type qui cale un coup dans la mâchoire et le mec s'écroule, c'est beaucoup plus instagrammable, parce que ça va pouvoir tourner partout. C'est génial, ok. En attendant, est-ce que vous préférez regarder un combat
avec des mecs qui se regardent en chien de faïence pendant 10 rounds avant de se placer une droite au menton et qui s'écroulent? Ou est-ce que vous préférez regarder des mecs qui se mettent des coups sur la gueule du round 1 au round 10 avant que finalement il y en a un qui craque de fatigue et qui s'écroule par TKO? Bah pour moi, la réponse elle est assez évidente. Hein. Je préfère largement regarder des mecs qui se mettent dessus pendant 10 rounds que regarder des types avec sans activité jusqu'à ce qu'il y en a qui placent un uppercut. Et ok, le KO va moins faire le tour d'Instagram, mais au fond, quand je me lève la nuit, moi je veux pas me faire chier pendant 1 heure, puis avoir un moment Instagrammable de 10 secondes. Moi ce que je veux avoir, c'est un combat de fou où je me recouche derrière à 7 heures en me disant waouh, j'ai vécu 1 heure de dingue. En fait, j'ai vécu tellement 1 heure de dingue que je vais pas pouvoir me rendormir. Alors que dans le KO des lourds, je me rendors avant le KO. Et ok, ça tournera peut-être moins sur Instagram. Mais bon, au fond, on s'en bat un peu les couilles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça le plus important. Et du coup, limite, en fait, ce que me traduit ces chiffres-là, c'est presque, en fait, ouais, mais les petites KT semblent limite plus intéressantes à certains égards. Alors bien sûr, vous me connaissez peut-être pas forcément, mais de toute façon, je regarde toutes les KT en boxe et je continuerai de le faire. Donc évidemment que je continue de me lever la nuit pour regarder des lourds de 150 kg qui se mettent 3 coups par round. Évidemment que je vais faire ça. Mais malgré tout, je pense que je serais quand même, avec encore plus maintenant, content de me lever la nuit pour des combats de mi-mouche de Telaji que content de me lever la nuit pour des combats de Dubois en lourd. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, j'aimerais terminer cette vidéo sur un dernier truc. Ok, c'est génial, là je vous vante les petites catégories depuis super longtemps, ok c'est super, mais il y a qui dedans? C'est ce que les gens vous diront, il y a qui dedans? Je vais me proposer ici de vous faire une petite sélection de combattants que j'aime bien, rapidement, dans toutes les petites catés. Pour moi, petite caté, c'est entre paille et super plume. Voilà, des combattants que je trouve excitants, que je trouve intéressants. Comme ça vous fera des petits noms à éventuellement regarder. Il y en a beaucoup, donc regardez pas forcément tous les noms tout de suite. Hein. Mais voilà, ça vous fera des petits gens à suivre. En paille, pour moi, alors les pailles, c'est une caté qui commence un peu à se redynamiser, c'est cool. Pour moi, le top du top, c'est Ginjiro Shigeoka. C'est un japonais gaucher qui frappe du tonnerre, qui a pas une technique... Enfin, il est technique, mais je veux dire, il a pas... c'est pas un technicien, c'est pas un sophiste de la boxe. Mais il fait le taf. Ça frappe, il a une gauche qui est tonnerre. Et ça frappe extrêmement fort. C'est un type qui, je pense, a vraiment moyen de percer de fou dans la catégorie des pailles. S'il continue comme ça. Que des combats vraiment géniaux. Knockout CP Freshmart, ça fait pas mal de très bons combats aussi ces dernières années. Là actuellement, ça fait pas mal de temps qu'il a pas défendu son titre. Il est censé, enfin ça fait 2 ans en fait, il est censé le faire ça cette année. Je sais pas trop si on arrivera à retrouver un type de son niveau. Mais c'est le plus vieux champion de boxe actuellement, parce qu'il est champion depuis 2016, si j'ai pas de conneries. Mais du coup voilà, très bon gars, même si jamais c'est peut-être un peu la fin, je sais pas trop. Yudai Shigeoka, c'est le grand frère de Ginjiro, c'est le même style en pareil, sauf qu'il frappe un peu moins fort. Maintenant ça fait des combats qui sont peut-être un peu plus équilibrés, et notamment comme il a aussi un menton qui peut parfois être un peu faillible, il peut aller au tapis, mais il peut aussi emmener au tapis son adversaire, même si du coup il le terminera pas. Donc c'est pas forcément des combats qui se finissent par KO, mais ça fait des combats avec de l'engagement, donc je vous recommande. En mi-mouche, vous avez mon gars, vous avez Telaji, vous avez Kenshiro Telaji. Kenshiro Telaji, c'est dit ici, pour moi, c'est le combattant le plus excitant actuellement en boxe. Vous allez voir qu'il y en a d'autres que je vais citer derrière qui sont aussi vraiment bien placés. Tous ces combats, c'est des masterclass. Vraiment, il a eu une défaite, c'était en 2021, si je dis pas de conneries. Et il a repris le mec derrière qu'il a battu par KO en round 3. Et à partir de là, il a enchaîné. Et tous ces combats, c'est vraiment génial. Il a une carrière de fou, ce mec est exceptionnel. Tous ces combats, c'est des guerres. C'est un type qui sait vraiment boxer bien. Vraiment à la touche, je me fais toucher. Enfin, je te touche, je me touche pas. Mais c'est aussi un type qui aime bien rentrer et juste aller à la bagarre. Il est très généreux en termes de volume de coups. Du coup, il s'en prend aussi beaucoup. Il peut aller au tapis, mais il a suffisamment bon menton pour se relever. Il frappe suffisamment fort pour envoyer le mec au tapis, mais quand même pas suffisamment pour que le mec se relève, enfin pour que le mec puisse se relever, mais quand même suffisamment pour finir par de temps en temps l'éteindre. Du coup, ça fait des combats qui sont géniaux. Son combat contre Canizales est pour le moment, je pense, mon combat de l'année, malgré Usyk Fury, c'est dire. Donc vraiment, allez voir Telaji. Pour moi, je vous le dis, c'est le meilleur nom de tous ceux que je vais vous citer. En mouche, on a Sonny Edwards qui met pas beaucoup de KO, mais qui a un style vraiment impressionnant. On a Bam Rodriguez. Bam Rodriguez, c'est une pépite ce type. Vraiment, si vous connaissez pas Bam Rodriguez, c'est probablement le meilleur de tous les combattants que je vais vous citer ici. Et le mec a 24 piges, c'est potentiellement déjà, peut-être 23, je sais qu'il est en 2000, je sais pas en quel mois, c'est potentiellement déjà un mec qui a une carrière de Hall of Famer en fait. Parce qu'il a accroché à son palmarès déjà des noms, et il a l'air d'être parti pour continuer en croisade. Alors là il est en mouche, il va monter, mais il continue d'accrocher un nom, enfin il continue, s'il gagne il va de nouveau accrocher un super nom. Donc vraiment Estrada c'est une valeur sûre, et il va peut-être rendre populaire ces catégories aux États-Unis, donc vraiment exceptionnel. Il y a aussi Curiel qui se balade dans ces catés-là, enfin qui était mi-mouche, qui va monter en mouche contre Edwards, qui a vraiment de quoi faire des trucs bien, donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Les super mouches, du coup, comme je vous ai dit, c'est le top du top de la KT. Vous avez Estrada qui est fantastique, qui est encore en activité. Ring 17 Chocolatito, ça n'est plus trop, donc je les viens. Vous avez Kazuto Ioka qui est génial. Vous avez Fernando Gonzalez qui est vraiment super. Kosei Tanaka, j'adore. Bon, je vous ai un peu cité les 4 champs de la KT, mais pour moi, c'est des champs de très très haut niveau. Donc vraiment allez-y, et après dans tout ce qui est un petit peu plus bas, vous avez notamment Quadras et Moloney, Andrew Moloney, que j'aime aussi beaucoup en boxeur, même si vraiment concentrez-vous sur Estrada, Ioka et Tanaka et Gonzalez, qui sont vraiment pour moi exceptionnels, vraiment exceptionnels.
Ok. En coq, bah, actuellement, du coup, c'est un full sweep du Japon. Pas mal de combattants qui étaient un peu excitants dans la KT, mais qui sont vraiment partis en retraite. Je pense notamment à Donner, comme on avait, on verra pas trop au top niveau. Non, pour moi, du coup, les combattants géniaux, c'est Nakatani, ici, qui a regardé, dans le top pound for pound de The Ring. Un type qui, pour le moment, n'a pas vraiment eu un seul combat difficile de sa carrière, alors qu'il a vraiment accroché des noms pas mal. Hein. Notamment, il a accroché le type qui avait battu Telaji, et il a accroché Akui, qui est actuellement champion de Mouche. Vous pouvez aussi regarder Akui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. J'ai pas forcément vu beaucoup de choses de lui pour le moment, mais je pense que c'est un combattant qui peut être cool. Moins que Edwards et Bam, mais à retenir. Pareil, putain, j'ai oublié, désolé. En mouche, qui monte en super mouche. Regardez Julio César Martinez. Euh, c'est génial. Ce type, c'est un Mexicain, purement Mexicain. Il ferait 10 kilos de plus, ce serait une superstar. Ses combats sont géniaux, donc allez regarder. Si jamais vous avez du temps. Voilà. Ok, donc j'en étais où? J'en étais au niveau des coques. Donc Nakatani, c'est super. Et puis moi j'aime aussi beaucoup Takuma Inoue, donc le petit frère de Naoya, qui a moins de punch, mais qui n'hésite pas vraiment à aller à la bagarre à l'intérieur. Moi j'aime bien. Ça se finit pas trop souvent par des KO. Et encore, il a mis un KO il y a pas longtemps, mais c'est vraiment très bien. Ok, en super coq, bah, bon, évidemment il y a la star Inoue qui rafle tout, et en vrai bah, c'est à peu près tout. Évidemment vous avez Neri qui fait aussi des combats très engagés, combat de l'année 2023, mais il n'y a pas forcément grand chose de plus malheureusement à se mettre tout là-dedans dans cette KT. Les plumes, KT exceptionnelles, niveau hyper relevé, je vous conseille les Good, même s'il va bientôt monter en super plume, que des combats de fou. Le mec il a fait ses 4 derniers combats, c'est que des combats style Rocky, je crois depuis 2022 quand il prend le combat de l'année 2022, il prend le titre contre un chinois qui s'appelle Shukan en 2021, son combat est génial. Combat de l'année 2022, il fait une duologie, enfin 2 combats contre Mauricio Lara qui sont fantastiques, un combat contre, je vais manger son nom, un champion anglais, j'ai mangé son nom, désolé, il fait un combat hyper accroché, j'ai adoré, encore une fois, un come from behind knockout, bref, allez regarder, c'est vraiment super. Ce type, c'est Rocky à chaque combat. Vous avez Venado Lopez, qui est également un Mexicain qui combat n'importe comment. Le type il sort du bar, il a encore la bière dans la main, il vous met des mandales. C'est fantastique, allez voir. Super coq en fin de dernière KT. Alors vous avez Navarrete, qui a tenté une ascension léger, qui apparaît il y a pas longtemps. Le style le plus awkward de la boxe actuellement, que des off-tempo, que des off-rythme, c'est fantastique. Il y a du volume, il y a des coups, il y a de l'engagement, allez voir. Vous avez Oshaki Foster, je vous disais que Telaji c'était sûrement le combattant le plus excitant. Oshaki Foster est potentiellement deuxième. Oshaki Foster, chaque combat, encore une fois, c'est du Rocky. Chaque combat, c'est ouais, on m'emmène en Mexique contre un Mexicain pour que je fasse mon titre. Et puis finalement, j'arrive à me mettre KO au 12ème. Et puis, ouais, après, j'affronte un type, puis je fais un late rally et je chope une split décision. Enfin, c'est que du drama tout le temps. Oshaki Foster, c'est génial. Puis, bon, le type, il a une vie de fou, mais c'est un battant. Donc, en vrai, ses combats sont vraiment. Enfin, bon, il finira probablement punch drunk, hein, mais vraiment, ses combats, ils donnent beaucoup. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les noms que je voulais donner. Évidemment, je pourrais en donner d'autres. Par exemple, il y a Cordina contre Kakafé, qui s'est fait pas longtemps, qui était une guerre de fou. Kakafé, c'était la première fois que je le voyais, qui m'a énormément plu. Donc, encore une fois, champion en super plume. Mais globalement, je pense que vous avez déjà pas mal de noms. Si vraiment il faut retenir un, c'est Telaji. Allez regarder les combats de Telaji. Voilà, comme ça vous avez normalement, je pense que j'essaie de mettre ces noms en description si j'y pense. Je vais essayer d'y penser, sinon n'hésitez pas à me le rappeler. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais dire ici. Globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette vidéo? Premièrement, il n'y a pas forcément moins de KO dans les petites KT. Pas du tout. On voit que si jamais il y en a, c'est vraiment très peu, c'est de l'ordre de 5%. C'est peu, en fait, c'est hyper négligeable. Et encore, ça se trouve, c'est des anomalies statistiques. Enfin, c'est des anomalies. Je veux dire, c'est juste des statistiques, quoi. Parfois, ça arrive, coïncidence. Donc, en gros, ça veut dire que si jamais vraiment votre raison pour vous lever la nuit, pour ne pas vous lever la nuit, c'est il n'y aura pas de KO, en fait, vous avez tout autant de chances d'en avoir que pour n'importe quel autre événement. Donc, ce n'est pas une excuse. Non, à mon avis, c'est surtout que vous connaissez pas ces gens-là. En effet, je peux pas me lever la nuit pour regarder 2 inconnus se battre si je les connais pas, que j'ai pas d'affect pour eux, etc. Et ça, bah, du coup, c'est vraiment un truc qui pour moi est dommage parce que ça veut dire qu'avec un petit peu d'effort, on est capable de se mettre à connaître ces gens et à vraiment surkiffer des combats qui sont exceptionnels, notamment les combats de Telaji. Du coup, ce que je vous invite vraiment à faire, surtout si vous aimez bien la boxe, notamment dans les plus hautes KT, c'est simplement de vous intéresser à ces gens-là. Malgré tout, on a quand même de la chance maintenant, grâce à Internet, grâce à YouTube, on a vraiment facilement accès au contenu, à la fois des Japonais, à la fois des Sud-Américains, notamment même par des articles, on a de plus en plus de gens qui parlent d'eux, etc. Donc vraiment, on a beaucoup de chance à ce niveau-là, profitons-en. Et vraiment, ne sous-estimez pas ces KT-là où il y a des excellents boxeurs. Et je pense que c'est cool d'essayer de leur redonner leur lettre de noblesse. La prochaine fois que vous voyez un type qui vous dit qu'il n'y a pas de KO dans les petites KT, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo et à lui dire que c'est des bêtises. Voilà. Et puis si jamais il utilise ça pour justifier le fait que de toute manière, ouais, mais c'est nul parce qu'il n'y a pas de KO, bah, dites-lui non seulement que en fait il y en a tout autant, et que de toute manière c'est pas une excuse, parce que quand bien même il y en aurait un peu moins, bah en fait c'est limite des combats qui sont pas forcément plus chiants. La preuve en est pour plein de combats que j'ai pu citer dans cette vidéo.
Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, ça aurait été très très dense. Si jamais vous voulez discuter ces chiffres, c'est quelque chose qui est évidemment intéressant. Je vous renvoie donc vers la vidéo méthodologie qui est déjà sortie ou qui va sortir bientôt, j'en sais rien. Je sais pas encore comment je vais faire. Là-bas, si vous voulez, on pourra avoir des discussions un petit peu chiantes à base de oui, mais je suis pas d'accord avec quel choix t'as fait. C'est pas forcément le but ici. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était très long, c'était très dense, je suis désolé. Mais je voulais faire un truc aussi complet que possible. J'espère que voilà, la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager si c'était le cas. Puis sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.